Ce module couvrira les deux maladies infectieuses émergentes les plus importantes des amphibiens, la chytridiomycose et le ranavirus. Ce module est à l'intention des vétérinaires. Bien que l'information qu'on y présente puisse être utile au personnel non médical, la pratique et l'exécution des procédures et techniques décrites ici sont réservées aux vétérinaires licenciés seulement. Veuillez de plus noter que les photographies utilisées dans cette présentation furent obtenues lors de procédures cliniques de routine chez des amphibiens malades. La maladie émergente des amphibiens la plus connue est la chytridiomycose. Identifiée en 1990, cette maladie a causé des mortalités importantes chez les amphibiens aussi bien sauvages que captifs. Cette maladie est une menace majeure pour les populations amphibiennes fragiles, particulièrement en Australie et en Amérique latine, et est une des premières causes du déclin des populations amphibiennes à l'échelle mondiale. En fait, plusieurs programmes de propagation d'amphibiens ex situ ont été institués pour tenter de protéger les espèces amphibiennes de cette menace, qui semble se propager à travers le monde. La maladie est causée par un champignon chytridiomycète appelé Batrachochytrium dendrobatidis, et souvent surnommé BD. Les champignons chytridiomycètes sont souvent rencontrés dans le sol et dans l'eau. Ce sont historiquement des pathogènes de plantes, d'autres champignons et d'invertébrés, mais BD est la seule espèce connue qui soit pathogène de vertébrés. Le cycle de vie de ce champignon est relativement simple. Il ne se reproduit pas sexuellement. Les zoospores flagellés forment un thallus, lequel produit un seul sporange. Le sporange crée de nouveaux zoospores qui sont relâchés par une papille et le cycle recommence. Ce cycle peut être complété dans l'environnement en l'absence d'un hôte. Ce champignon peut croître à différentes températures, mais la température optimale est de 17 à 25 degrés Celsius. Une température de plus de 30 degrés leur est létale. La pathogénèse n'est que partiellement connue, mais on croit que les zoospores flagellés sont la phase de propagation et de dispersion. Le zoospore envahit directement la peau amphibienne, particulièrement la surface ventrale quand elle touche le sol. Cet organisme est un pathogène primaire qui ne nécessite pas de brèche cutanée ni de présence d'autres agents pour être pathogénique. Le champignon dégrade la kératine et donc cible les parties cutanées kératinisées. Chez les amphibiens larvaires, seule la bouche et les lèvres sont kératinisées. Chez les adultes, l'infection se limite aux couches kératinisées de l'épiderme. La peau répond par de l'hyperplasie des kératinocytes et résulte en une brèche de l'intégrité cutanée. Puisque les amphibiens dépendent en partie de leur peau pour la respiration, excrétion et équilibre osmotique, une insulte cutanée peut leur être létale. Des recherches récentes suggèrent que ce champignon cause le décès en induisant un déséquilibre des électrolytes. Les signes cliniques sont souvent non spécifiques et la présentation la plus commune est une mort soudaine. Si la maladie se prolonge, on peut voir de l'anorexie et de la léthargie. Des signes un peu plus spécifiques consistent en une augmentation de la mue, des changements de coloration, une immobilité et même une posture voûtée visant à minimiser le contact ventral avec le substrat. Les infections secondaires bactériennes sont communes. Le BD des amphibiens démontre peu de spécificité quant à l'hôte, ayant été démontré chez plus de 200 espèces représentant 20 familles de batraciens et d'urodèles. Mais il faut noter qu'il existe une différence de susceptibilité parmi les espèces amphibiennes. Certaines tolèrent la colonisation de l'épiderme sans signe clinique. Ces animaux peuvent être porteurs et transmettre la maladie aux espèces plus sensibles. Le diagnostic antémortem est possible sur des préparations cytologiques de grattage cutané ou de mue cutanée. Un frottis direct non coloré peut révéler des thallus de ce champignon. La cytologie de frottis d'impression ou de grattage cutané peut aussi se faire avec des colorants hématologiques de routine, tel celui de Wright.
Ces deux techniques peuvent être exécutées dans la majorité des laboratoires et sont rapides, mais elles ne sont pas très sensibles. Le diagnostic post-mortem se fait à l'histopathologie. Le pathogène peut être observé dans les kératinocytes avec ou sans coloration spéciale, mais ce qui est encore plus important, on peut observer et évaluer les changements dans la peau causés par le pathogène. On devrait voir de l'hyperkératose, une hyperplasie de l'épiderme et divers degrés d'inflammation, en plus de la présence des spores. Il faut se souvenir que certaines espèces sont des porteurs asymptomatiques, et donc la présence de BD, même identifiée par PCR, ne veut pas nécessairement dire que ces animaux ont succombé à cette maladie. Pour cette raison, il est important d'utiliser le PCR et l'histopathologie lorsque l'on enquête des épisodes de mortalité chez des populations d'amphibiens. Le test antémortem recommandé chez les amphibiens malades et chez les porteurs asymptomatiques est le PCR. Il existe plusieurs tests PCR sur le marché et le meilleur semble être le PCR à temps réel. Ce vidéo démontre une méthode de collection d'échantillonnage afin de soumission pour PCR. Veuillez noter qu'un écouvillon à manche en plastique est utilisé, car les manches en bois peuvent interférer avec le test PCR. Dans ce cas-ci, la grenouille est si petite qu'on la contentionne dans une viale transparente en plastique. On tente d'écouvillonner le ventre, car c'est là où les spores seraient le plus nombreux, si présents. On peut encourager les petites espèces à s'agripper à l'écouvillon de façon à échantillonner les pieds. Chez les batraciens plus gros, on vise à écouvillonner toutes les surfaces cutanées susceptibles d'entrer en contact avec le sol, incluant le ventre, les pieds et la surface ventrale de l'abdomen et des cuisses. L'écouvillon peut alors être séché à l'air libre, puis placé dans un tube à congélation et finalement on en brise le manche. Pour éviter toute contamination, de nouveaux gants devraient être portés pour le prochain animal et une nouvelle viale utilisée. Une approche conservatrice consiste à échantillonner et tester chaque amphibien individuellement. Mais pratiquement, les amphibiens sont maintenus en groupe et un test positif sur un individu résultera en un traitement du groupe entier. De plus, le coût associé à un testage individuel peut s'avérer prohibitif. Une autre méthode consiste à grouper les échantillons pour aider à minimiser le coût. Plusieurs individus sont testés en utilisant un écouvillon par animal et ceux-ci sont testés en groupe une fois acheminés au labo. De cette façon, on minimise le risque de transmission de la maladie, mais on se trouve aussi à diluer l'échantillonnage dramatiquement, ce qui pourrait mener à un résultat de faux négatif. Dans notre pratique, nous écouvillonnons de 3 à 5 individus qui partagent le même enclos et ce avec le même écouvillon qui sera alors soumis pour testage. Cette méthode ne cause pas de dilution mais porte un certain risque de transmission à même le groupe. Toutefois, si le champignon s'avérerait présent, le groupe au complet serait traité. L'échantillonnage post-mortem se fait de façon similaire. Le ventre est écouvillonné vigoureusement et quelques labos acceptent des échantillons de tissu pour PCR aussi. Le traitement le plus communément utilisé est une solution nitroconazole à 1%, administrée sous forme de bain de 5 à 10 minutes, une fois par jour pour 10 jours. Toutefois, il existe des différences selon l'espèce et l'âge de l'animal quant à la tolérance aux antifongiques. Les têtards, par exemple, peuvent ne pas survivre à cette concentration. Dans le doute, il est prudent de tenter un traitement sur un petit groupe ou quelques individus de façon à identifier les effets nocifs avant de traiter un grand nombre d'animaux. Notez que quelques animaux réagissent lorsque placés dans la solution de traitement et tentent de s'échapper, ce qui suggère une irritation cutanée. Dans un tel cas, il y a peut-être lieu de tamponner la solution ou d'en diminuer la concentration. Parce que les chytrides persistent dans l'environnement, il est important de replacer les animaux dans un enclos propre après le traitement quotidien. Il est donc pratique de posséder pour chaque animal ou groupe traité 2 enclos avec ameublement que l'on peut alterner quotidiennement.
La biosécurité durant le traitement est importante. Les chytrides peuvent survivre pour 3 à 4 semaines dans de l'eau déionisée, pour 7 semaines dans de l'eau de lac stérilisée et 3 mois dans du sable de rivière. Toutefois, les zoospores sont très sensibles à la dessiccation et leur transmission requiert du matériel humide ou mouillé et un contact direct avec des outils ou autres animaux contaminés. Des échantillons pour PCR devraient être prélevés 2 semaines après la fin du traitement. Ceci permet aux animaux de muer une peau qui pourrait contenir des chytrides morts. Pour s'assurer du mieux possible que l'on a traité l'infection avec succès, il est recommandé de tester de 2 à 3 fois post-traitement sur une période de 2 semaines. On peut répéter le traitement si nécessaire ou recourir à un traitement différent. L'application sur le terrain du protocole de traitement à l'itraconazole peut se faire facilement et peut accroître la survie d'animaux provenant d'environnements contaminés et capturés à fin de conservation. Les animaux positifs pour BD, lorsque capturés, peuvent rapidement développer une maladie clinique car ils sont sous stress. Les animaux capturés en premier, lors d'une expédition de plusieurs jours, sont très à risque de développer la maladie de façon irréversible avant même de parvenir à la facilité de quarantaine ou de traitement. Dans une région géographique contaminée, un traitement durant les premières 24 heures pourrait augmenter le taux de survie des animaux capturés lors de telles expéditions. D'autres traitements ont été utilisés avec succès. Le chloramphénicol, à une concentration de 20 mg par litre, et administré sous forme de bain continu pour 2 à 4 semaines, se veut prometteur. On doit porter des gants, car le chloramphénicol peut occasionnellement causer une anémie aplastique irréversible chez les humains qui y sont sensibles. Une température environnementale prolongée de plus de 30 degrés Celsius pourrait être efficace contre les chytrides. Cette méthode s'est révélée prometteuse chez des espèces tant aquatiques que terrestres. Il est crucial de procéder très graduellement lorsqu'on élève la température. Veuillez noter que plusieurs amphibiens ne peuvent tolérer de telles températures et que ce traitement ne devrait être utilisé que très prudemment chez les espèces pour qui la thermotolérance est inconnue. Nous passons maintenant au ranavirus. Les ranavirus furent documentés comme cause de mortalité massive chez les amphibiens sauvages. Lors d'une étude, un ranavirus fut impliqué dans approximativement la moitié des épidémies de mortalité entre les années 1996 et 2001. Ces virus ont aussi causé des mortalités dans des collections d'amphibiens captifs. Ceci est un phénomène plus récent et il existe beaucoup de questions quant à leur prévalence et impact. Mais vu la sévérité des épidémies chez les amphibiens sauvages, il y a lieu de garder un œil attentif. Quand on se réfère au ranavirus, on réfère habituellement à un groupe de virus étroitement apparentés dans la famille des iridoviridae. 3 groupes majeurs dans la catégorie des ranavirus sont importants chez les amphibiens. Les virus semblables au frog tree virus ou les frog tree-like virus affectent les batraciens, mais ont aussi été isolés chez des tortues et des salamandres. Les virus semblables au Ambystoma tigrinum virus affectent les salamandres, mais peuvent être transmis expérimentalement aux batraciens. L'iridovirus de Ball affecte les poissons et les batraciens. Ce qui complique un peu les choses, c'est que la pathogénèse et les espèces susceptibles varient en fonction de la souche du virus. Avec de tels virus, qui peuvent infecter un grand nombre d'espèces avec conséquences cliniques variables, le potentiel de transmission entre souches non pathogéniques chez telle espèce ou dans telle région géographique pourrait être désastreux ailleurs ou pour une autre espèce. Ces virus affectent habituellement les têtards, mais les adultes aussi peuvent être affectés. Les signes cliniques sont généralement non spécifiques et peuvent inclure des hémorragies cutanées, des ulcérations, des hémorragies viscérales et de l'édème. Ces signes sont similaires à ceux rencontrés chez des animaux septicémiques.
Historiquement, de telles épidémies furent initialement attribuées à des septicémies bactériennes, mais des études récentes suggèrent que le ranavirus en était la cause, ou tout au moins impliqué. Quelques animaux ne démontrent aucun signe externe et sont soit porteurs ou ont combattu et éliminé le virus avec succès. Malheureusement, il n'existe pas de traitement efficace. Le diagnostic chez un animal vivant peut être difficile. Plusieurs laboratoires ont un PCR pour tester des échantillons comme des écouvillons, des grattages ou des décharges provenant d'animaux vivants, mais il faut en interpréter prudemment les résultats. Un résultat négatif ne signifie pas que le virus est absent chez un amphibien. Un résultat positif, combiné à des signes cliniques compatibles, peut être utile. Le diagnostic post-mortem devrait inclure un PCR sur les tissus et la présence de lésions compatibles à l'histopathologie, incluant le corps d'inclusion. Une culture virale est possible, mais la plupart des labos ne possèdent pas les cultures cellulaires appropriées ou les paramètres environnementaux nécessaires. Puisqu'il n'existe pas de traitement, et puisque les épidémies peuvent être très sévères, on doit porter une très grande attention à la biosécurité et en particulier à l'isolation des animaux malades durant une épidémie. Des procédures standards de quarantaine et une hygiène appropriée peuvent minimiser les impacts de cette maladie. Prière de se référer au module concernant la biosécurité. Durant une épidémie, on doit adopter une approche logique. Les spécimens plus rares ou plus précieux pourraient être admis en quarantaine permanente. Éliminer des animaux affectés peut s'avérer nécessaire. Une euthanasie sélective de quelques spécimens après une épidémie pourrait permettre d'établir le statut et ainsi de décider du sort de ce groupe d'animaux. Des références utiles portant sur les maladies infectieuses des amphibiens sont énumérées ici. Merci de votre attention et bonne chance dans vos futurs projets amphibiens.